Bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Patrice Talon est réélu pour un second mandat à la présidence du Bénin avec 86,37% des voix, selon les résultats proclamés en début de soirée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Déclaration conjointe ce mardi des missions d'observation du scrutin du dimanche dernier. L'ensemble de ces missions a dévoilé les constats faits sur le terrain et puis le président Emmanuel Macron a tranché sur le report ou non des élections régionales et départementales en France. Ces élections devraient avoir lieu comme prévu en juin prochain. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier viennent d'être connus. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a annoncé le duo du président sortant vainqueur de ce scrutin avec 86,37% des suffrages exprimés. Ses adversaires en lice, Kokwe Agossa et Soumane Rumpe, ont obtenu respectivement 2,35 et 11,29% des voix sur un taux de participation totale de 50,17%. On écoute le président de la Sénat pour plus de détails. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme suit. Nombre d'électeurs 4 802 303. Nombre de votants 2 409 409. Taux de participation 50,17%. Bulletin nul 111 008. Suffrages valablement exprimés 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. 1. Corentin Apon-Kowe et Irénée Josias Agossa. Suffrage obtenu 53 957, pourcentage de 2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Wumpe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. C'est sur cette base que nous avons pris la décision portant publication des résultats de l'élection présidentielle du premier tour. Dans le cadre du déroulement du scrutin du 11 avril dernier, plusieurs missions internationales d'observation électorale ont été déployées au Bénin. L'ensemble de ces missions, à savoir celles de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Conseil de l'Entente et de l'Organisation internationale de la francophonie, étaient face à la presse ce mardi pour dévoiler les constats faits sur le terrain. Voici le compte rendu de Carnot François Roumbédé et de Jean-Baptiste Bocco. La plateforme électorale a animé une salle de situation basée sur un déploiement de 1470 observateurs, présidée par une chambre de réponse. Cette salle de situation électorale a permis d'intervenir sur les situations suivantes: l'absence des forces de sécurité, l'absence de matériel de vote et des membres des postes de vote dans certains centres de vote, des cas de bourrage d'urnes, des votes multiples, de séquestration d'observateurs, d'intimidation d'électeurs et d'agents électoraux, du taux de participation. Au lendemain des élections, les données reçues de 1281 observateurs qui ont observé leur poste de vote du début à la fin, sur les 470 déployés, ainsi que les rapportages des localités dans lesquelles le vote n'a pas eu lieu,
nous ont permis d'avoir les informations sur 502 270 électeurs inscrits. Le traitement des dites informations fait état d'un taux de participation globale de 26,47%, plus de 10,58% pour la participation des femmes. Ce taux tient compte de la décision DCC 21-074 du 11 mars 2021 portant prise en compte de 564 674 électeurs décédés selon les estimations de l'INSAE sur les 10 ans de l'ANEPI. De nos positions d'observation, le plus faible taux de participation, 0%, est enregistré dans les postes de vote non ouverts, Tchaourou, Banté, Dassa, Saleh, et la plus forte participation, 99,68%, est enregistrée au PV1, EPP Kenji, Zungame, Agégué, Wémé. Des enseignements tirés et défis. Au titre des leçons apprises, la salle de situation électorale retient que le caractère non inclusif de l'élection et la peur de la violence électorale le jour du scrutin ont été les deux causes majeures qui ont produit la faible participation des électeurs. Les violences préélectorales notées et leur ampleur sont aussi l'expression de frustration générée depuis 2019 par la conduite non consensuelle des réformes électorales et politiques. Le rejet de la concertation large et du dialogue entre les acteurs politiques dans la conduite des réformes politiques et électorales a, depuis 2019, transformé les relations politiques et poussé à des violences dont les conséquences impacteront longtemps la cohésion sociale au Bénin. Vous l'auriez compris, en lieu et place du reportage annoncé, vous venez de suivre la porte-parole de la salle de situation électorale, Madame Fatoumata Batoko Zossou, qui a lu une déclaration préliminaire au sujet du taux de participation, des enseignements tirés et des défis de cette élection présidentielle. Je l'annonçais tantôt, dans le cadre du déroulement du scrutin du 11 avril dernier, plusieurs missions internationales d'observation électorale ont été déployées au Bénin. L'ensemble de ces missions, à savoir celles de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Conseil de l'Entente et de l'Organisation internationale de la francophonie, étaient face à la presse ce mardi pour dévoiler les constats faits sur le terrain. Voici le reportage de Crano, François Roumbeder-Rintor et de Jean-Baptiste Bocco. Dimanche 11 avril 2021 s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles au Bénin. Plusieurs missions internationales d'observation électorale ont été déployées pour suivre le scrutin. Ce mardi 13 avril 2021, l'ensemble de ces missions ont animé une conférence de presse au cours de laquelle les constats, conclusions et recommandations ont été exposés aux hommes des médias. D'entrée, l'Union africaine a félicité le gouvernement et l'ensemble du peuple béninois pour la tenue de l'élection. L'Union africaine apprécie à sa juste valeur les efforts financiers consentis par le gouvernement de la République du Bénin pour le financement des élections par fonds propres. La mission d'observation électorale de l'Union africaine félicite le peuple béninois pour son hospitalité et remercie toutes les parties prenantes au processus électoral avec lesquelles elle a échangé depuis son déploiement au Bénin. Que ce soit au niveau de l'Union africaine, la CEDEAO, le Conseil de l'Entente et l'Organisation internationale de la francophonie, les constats restent similaires. Malgré certains retards, les bureaux de vote ont ouvert et fermé à l'heure prévue dans une atmosphère pacifique. Le vote s'est déroulé dans le calme, à l'exception de localités au centre et au nord du pays où des tensions ont été enregistrées, ce qui a empêché l'ouverture de plusieurs postes de vote.
La présence des forces de sécurité était discrète. La mobilisation des électeurs était relativement faible tout au long de la journée. La clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été plutôt satisfaisants dans la plupart des bureaux que nous avons couverts. Au terme de l'exposé des constats, des recommandations ont été faites à la Sénat, aux candidats et à la classe politique nationale. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des agents électoraux pour renforcer les capacités organisationnelles des membres de postes de vote. Aux candidats, recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats. Au gouvernement et à la classe politique, restaurer la confiance entre les acteurs politiques et créer un climat de consensus minimum sur les règles et les mécanismes électoraux conformément au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance dans la perspective des futures échéances électorales. L'opinion nationale et internationale est donc informée des recommandations faites par l'ensemble des missions internationales d'observation électorale déployées au Bénin dans le cadre du déroulement du scrutin présidentiel. Les regards sont désormais tournés vers les institutions compétentes pour la proclamation des résultats. Ce journal, il redonne le sourire aux femmes atteintes de la fistule obstétricale dans le monde. En visite au Bénin, dans le cadre d'une énième mission d'intervention chirurgicale et de formation des médecins locaux, le professeur Charles-Henri Rocha, accompagné de quelques membres de Fistula Group, une fondation genevoise qui collabore avec celle de Claudine Talon, était à la fondation Espace Afrique Sievra qui abrite les médias Eden TV et Diaspora FM. Au terme de cette visite de courtoisie effectuée au nom de la grande amitié qui existe entre les promoteurs des 10 médias et l'urologue, le professeur Charles-Henri Rocha a donné plus de précisions sur les objectifs de sa mission au Bénin. On l'écoute. Nous avons un programme dans le domaine des fistules obstétricales. C'est une maladie des fois méconnue, parfois cachée, taboue, qui concerne des femmes, souvent très jeunes, qui ont eu des problèmes à l'accouchement et qui sont en fait détruites au niveau de leur intimité. Et nous avons pour mission de les réparer, pour leur redonner, si possible, leur dignité. Alors, nous devons conduire une mission de réparation de fistules obstétricales à Tanguieta, donc au nord du pays. Nous sommes en attente de pouvoir monter dans le nord. Là-bas, nous avons beaucoup de femmes qui nous attendent, également des collègues pour apprendre cette chirurgie et des collègues formateurs de la sous-région. Ce sont des campagnes généralement de 10 jours d'opération où nous travaillons à 3 équipes, ce qui permet d'opérer un grand nombre de femmes simultanément. Mais étant donné que le nombre de lits est quand même limité, c'est pour ça que généralement nous ne dépassons pas une 50aine d'interventions. Il faut dire que je collabore depuis quelques années avec la fondation Claudine Talon, qui fait partie maintenant de notre prise en charge globale, puisque cette fondation s'occupe de réinsérer ces patientes une fois qu'elles sont guéries, pour leur apprendre un métier, leur donner une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est important. Le reste de notre programme, c'est donc des opérations de chirurgie, c'est donc de la formation de médecins nationaux et c'est évidemment la prévention. Donc le message à passer, c'est ça, c'est qu'il faut s'occuper des zones rurales. C'est là qu'il y a le plus de problèmes, chez les plus pauvres, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'accès à la césarienne. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est réparer des dégâts qui se sont produits par manque d'accès à la césarienne.
Actualité en dehors du Bénin, la menace djihadiste s'étend dans le sud-est de l'Afrique après la prise d'un poste stratégique ce week-end au Mozambique. L'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'attaque de ces derniers jours contre la ville de Palma. Dans le nord du Mozambique, des centaines de personnes fuient toujours la zone des combats. Depuis plusieurs années déjà, cette partie de l'Afrique est confrontée à des groupes armés particulièrement actifs. Un avion des Nations Unies se pose sur l'aéroport de Pemba. À son bord, des adultes et des enfants originaires de Palma dans le nord-est du pays. Depuis mercredi, cette ville est le théâtre d'une violente attaque d'un groupe djihadiste. C'était un moment horrible, un vrai massacre. Aucun d'entre nous n'aimerait y retourner. Beaucoup de gens sont morts. Nous sommes allés à l'hôtel Amarula où nous sommes restés 2 ou 3 jours encerclés par les terroristes. Après 4 jours sans manger, nous avons décidé de partir et d'aller dans la forêt pour nous échapper. Certains collègues blancs ont perdu la vie. La défense mozambicaine a fait état dimanche soir de dizaines de morts parmi les habitants de Palma. Au moins une centaine de personnes restent portées disparues et des milliers d'autres sont enfuis dans cette ville qui comptait plus de 70 000 habitants avant l'attaque de mercredi dernier. Une attaque revendiquée ce lundi par les djihadistes du groupe Al-Sunna ou Ajamo ou Al-Shebab, affiliés à Daesh. Ils contrôleraient désormais banques, bureaux gouvernementaux, usines et casernes de l'armée de Palma. Une ville stratégique, située à seulement 10 km à peine d'un méga-projet gazier de plusieurs milliards d'euros, piloté par le groupe français Total. Le géant énergétique, qui espérait une reprise des travaux de construction du site, a finalement renoncé. L'Organisation des Nations Unies s'est dite lundi, je cite, profondément préoccupée par la situation toujours en évolution à Palma, tandis que Washington, de son côté, déclare être déterminé à assister le gouvernement mozambicain pour lutter contre les djihadistes, sans pour l'heure préciser de quelle manière. Je vous en parlais à l'entame de cette édition. La France s'interroge sur la tenue ou non des élections régionales et départementales en raison de la crise sanitaire. Le président Emmanuel Macron a tranché. Ces élections devraient avoir lieu comme prévu en juin prochain. Face au tollé provoqué par un éventuel report, l'exécutif a bien l'intention de se plier à l'avis général des maires de France. La question leur a été adressée par les préfets. Oui ou non, les conditions préconisées par le Conseil scientifique sont-elles réunies pour tenir les 2 scrutins du mois de juin? C'est donc à cette question que les maires de France ont été sommés de répondre. Une consultation en vue du débat parlementaire qui devrait s'ouvrir demain et qui portera donc sur la question d'un nouveau report ou non des régionales et départementales. Le Conseil scientifique a lui émis une série de recommandations en cas de maintien du scrutin. Il préconise par exemple de solliciter les personnes vaccinées pour la tenue des bureaux de vote. Il suggère aussi que le vote se fasse en extérieur et enfin il préconise un nettoyage strict des établissements mobilisés. Alors cette consultation, elle a du mal à passer, à commencer chez les premiers intéressés, les maires. Cet avis ne saurait faire porter aux maires la responsabilité d'une décision qui relève entièrement de celle de l'État, peut-on lire dans un communiqué de l'AMF, l'Association des maires de France, présidée par François Baroin. Plusieurs élus ont dénoncé ce qu'ils appellent une instrumentalisation des maires. C'est le cas par exemple du président du groupe PS au Sénat. Réaction aussi sur la question centrale, à savoir le maintien ou non de ces élections. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est prononcé pour le maintien des élections, a prévenu si le gouvernement présentait un projet de loi pour les reporter, il saisirait le Conseil constitutionnel. Son homologue à l'Assemblée nationale, lui, Richard Ferrand, s'est dit en faveur d'un report du scrutin, tout comme le maire LR de Nice, Christian Estrosi, pour qui la seule campagne qui doit prévaloir est la campagne vaccinale et non électorale. Vous l'aurez compris, le débat est donc loin d'être tranché.
Mobilisation hier à Lyon à l'appel de la Confédération paysanne. Près de 300 agriculteurs se sont rassemblés dans le centre-ville pour réclamer un rééquilibrage des aides de la politique agricole. Des bottes pour symboliser le déracinement du monde paysan. C'est en partie de cette façon que près de 300 agriculteurs ont exprimé leurs revendications à propos de la nouvelle politique agricole commune. Ces orientations vont porter sur les 6 prochaines années, des années qui s'annoncent compliquées si rien n'est fait, affirment les agriculteurs. La profession réclame aujourd'hui une politique orientée davantage sur les paysans que sur les rendements. Les enjeux d'aujourd'hui, c'est les enjeux sociaux du monde paysan. On a perdu en 30 ans 2 tiers des paysannes et des paysans en France. Donc aujourd'hui, on doit passer d'une PAC qui a cherché à produire plus à un moment donné à une PAC qui devra employer plus demain pour réussir les transitions écologiques et les transitions alimentaires et climatiques. Et ça passe par des actes politiques ambitieux en termes de redistribution des subventions de la PAC, non plus vers les hectares, mais vers les actifs. Revendiquer au fait un meilleur partage des aides européennes vers des petits producteurs qui ont des petites surfaces ou des petits cheptels. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des aides servent à des très gros, à des gros et des très gros. Voilà, donc c'est ça qu'on trouve assez injuste et qui n'est pas le reflet de ce que la population attend de l'agriculture française. Une redistribution plus équitable des aides de la PAC, voilà donc ce que demandent aujourd'hui les agriculteurs, avec un objectif affiché, aider les plus petites structures, elles aussi touchées par les crises de ces dernières années. Pour certains, les aides actuelles de la PAC seraient même détournées au profit des industriels de l'agriculture. Une profession qui s'est donc rassemblée hier place de l'Europe, tout un symbole pour des négociations qui ont lieu en ce moment à Bruxelles. Les États-Unis en plein procès de George Floyd, la ville de Minneapolis est de nouveau sous haute tension après la mort d'un autre Afro-Américain. Il a été tué dimanche par la police lors d'un contrôle routier. Depuis, un couvre-feu a été imposé ainsi que l'état d'alerte. Joe Biden appelle au calme. La colère n'est pas retombée à Minneapolis. Après la mort de Daunte Wright, un jeune Afro-Américain abattu ce dimanche par la police lors d'un contrôle, la ville a connu une deuxième soirée de heurts entre population et forces de l'ordre. Un nouveau drame qui passe mal auprès des habitants. Nous manifestons pacifiquement. Nous n'allons pas continuer à accepter que la police tue des Noirs sans raison, sans contrôle routier, sans problème de santé mentale. Donc c'est juste la façon que nous avons appris à être solidaires et à montrer que nous sommes debout pour une cause. Cela continue à se produire. Il est accablant de devoir se réveiller et de voir qu'un jeune homme noir a été assassiné par les forces de l'ordre. J'ai 25 ans, cet homme avait 20 ans, Daunte Wright avait 20 ans, il aurait pu être mon petit frère. Pour éviter tout débordement supplémentaire, Minneapolis a instauré un couvre-feu dès 19 h. Mais des dizaines de manifestants étaient toujours présents lundi soir face au commissariat de Brooklyn Center, la ville voisine où a eu lieu l'événement tragique. Les forces de l'ordre ont de leur côté communiqué par le biais du chef de la police locale, jugeant cette mort accidentelle. Selon ce dernier, l'agent responsable de la mort de Daunte Wright aurait confondu son arme à feu avec son taser. Son nom n'a pas été rendu public, contrairement à l'enregistrement vidéo du drame. Une affaire qui a poussé Joe Biden à prendre la parole. Je n'ai pas appelé la famille de Daunte Wright, mais mes prières se tournent vers eux. Ce qu'il s'est passé est vraiment tragique, mais je pense qu'il faut attendre de voir ce que nous dira l'enquête, l'intégralité de l'enquête. Nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existe chez les personnes noires dans ce contexte est réelle, sérieuse et importante. Mais cela ne justifie pas la violence ni les pillages. À la suite de ce drame, le sport a également été mis à l'arrêt dans la ville. La NBA, la Ligue majeure de baseball et la Ligue nationale de hockey ont décidé de reporter les rencontres prévues tout en présentant leurs condoléances. Enfin, la mère de Daunte Wright a pris la parole pour demander un retour au calme. Reste à savoir si elle sera entendue. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.